Bonjour Frédéric Montagnon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avec la GFI. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? On vous invite ici parce que vous êtes notamment directeur d'une boîte qui s'appelle Ariani. Est-ce que vous pouvez expliquer tout ça? Moi, je suis ingénieur d'abord, donc je suis passionné par les technologies. Et depuis un peu plus de 20 ans maintenant, je monte des entreprises en essayant de transformer de la technologie de rupture dans des produits qui servent des industries. Et à côté de ça, je suis business angel. J'ai 130 investissements que j'ai fait là sur les 15 dernières années, avec une grosse partie là, ces derniers temps sur le Web 3. Donc moi, mon dada, c'est la souveraineté numérique, les notions de données personnelles et comment est-ce qu'on arrive à créer un Internet qui soit plus vertueux et qui soit surtout beaucoup plus en respect des données personnelles pour les utilisateurs. Et donc il y a 5 ans, j'ai créé un projet qui s'appelle Ariani, qui au départ est un projet open source, et qui a vocation à accompagner les marques à rentrer dans cet univers du Web 3 pour réinventer la manière de gérer leurs relations clients. Donc on est en train de repenser le CRM pour les marques. Donc justement pour les marques, certaines marques au début, c'était spécifiquement le luxe. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faisiez, ce que vous apportez en plus à ces marques de luxe en l'occurrence? Ouais. Alors déjà, Ariani, ça vient du fil d'Ariane. Et l'idée qu'on a initialement, c'est comment est-ce qu'on repense la manière dont on communique sur Internet. Pourquoi? Parce que le moteur d'Internet, le moteur économique finalement, c'est essentiellement des grosses plateformes aujourd'hui qui permettent à des marques de toucher des consommateurs. Le modèle économique il repose sur ça, quand on parle de publicité, quand on parle de liens sponsorisés, de bannières, enfin bref, tout ce qui fait vivre finalement les big tech et les grosses plateformes qu'on utilise tous les jours. Donc ça va que dans un sens. C'est le pub. Le problème de ces plateformes-là, alors ça a été très bénéfique pendant tout un temps, c'est des plateformes qui ont permis de démocratiser l'accès à Internet, démocratiser l'accès à la connaissance et à l'information, en permettant un modèle économique dans lequel on n'a pas à payer pour se connecter. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le modèle économique est tellement juteux, vertueux, que d'une part, ça concentre énormément d'informations, ces plateformes-là, donc des informations qui sont souvent des informations très sensibles nous concernant les entreprises. Donc ça, c'est nos données. Hein. Ça, ce sont nos données. Et puis d'autre part, les modèles qui fonctionnent tellement bien qu'ils prennent toute la place. Donc on se retrouve aujourd'hui à avoir un Internet qui a été pensé pour être décentralisé, il ne faut pas l'oublier. Au début, oui. Au début, et qui se retrouve 25 ans, 30 ans plus tard, complètement centralisé sur une petite poignée de plateformes que sont les GAFA ou autres. Bon. Là aujourd'hui ça pose un problème parce que les données qui sont conservées à l'intérieur de ces plateformes sont à risque, soit parce qu'elles sont utilisées pour des raisons qui ne sont pas celles pour lesquelles les utilisateurs ont consenti de les donner. Souvent en fait les utilisateurs ne comprennent même pas ce qui s'y passe. Et puis finalement il y a une espèce d'hégémonie de la part de ces plateformes qui fait qu'on ne peut pas s'en passer. Donc on se retrouve dans un système qui est complètement centralisé, complètement décidé dans un petit nombre de marques et qui d'une part met les données à risque, d'autre part freine complètement l'innovation. Parce que quand on est une start-up, travailler avec ces big tech, c'est pas simple. C'est-à-dire que soit on rentre dans le cadre de ce qui est défini, ou alors on ne peut pas travailler. Et puis d'une manière générale, je dirais que c'est énormément de valeur qui est concentrée, valeur économique cette fois-ci dans ces plateformes, qui n'est pas disponible pour le reste de l'écosystème. Donc nous on s'est dit, est-ce que dans les technologies décentralisées, dans toute cette vague qui est le Web 3, et que moi je date du début de l'arrivée de Bitcoin en fait, c'est vraiment les premières personnes qui se sont posées la question de décentraliser de la gouvernance, de faire en sorte de partager un système et de mettre la propriété quelque part de ce système ou les règles de décision dans les mains des utilisateurs. Est-ce que ces technologies-là, est-ce que ces principes peuvent servir justement à changer la manière dont l'Internet fonctionne? Et on est convaincu que oui. On est convaincu que si on arrive à changer la manière dont les marques communiquent, interagissent avec leurs clients et qu'on arrive à faire en sorte que ça ne passe plus par des plateformes, que ce lien-là soit direct, à ce moment-là, effectivement, on a complètement changé et le modèle économique et l'architecture et donc derrière le fonctionnement et on a résolu tous les problèmes dont je viens de parler. Et donc Ariani, notre mission, c'est d'aider les marques à créer des NFT pour représenter des objets, des expériences, une appartenance à un groupe, peu importe, mettre ces NFT dans les mains de leurs clients ou de leurs prospects et d'utiliser en fait ce NFT comme un lien direct pour pouvoir communiquer. Et quand je dis communiquer, ça peut être des messages, ça peut être du marketing évidemment, ça peut être du SAV, mais la communication ça va au-delà, c'est-à-dire permettre en fait de créer des services
autour des objets ou des services que la marque crée dans un univers digital. Quelque part, on peut considérer que les marques, aujourd'hui, elles sont très en périphérie de l'Internet parce que quand elles veulent interagir, quand elles veulent se rendre visibles, elles ont besoin de faire appel à des plateformes. Donc, quelque part, elles ne sont pas des composants natifs de l'Internet. Les composants natifs sont les plateformes. Nous, on leur propose, au travers de ces technologies Web3 et au travers de l'émission de NFT, de pouvoir se retrouver dans les mains des utilisateurs comme des composants natifs. Alors, concrètement, comment est-ce que ça marche? Donc, vous émettez un NFT par rapport à quoi? Comment est-ce que ça va justement de la marque à l'utilisateur ou à la communauté d'utilisateurs? Alors, 3 exemples. Tu n'as pas de montre, c'est pas grave. Tu pourrais avoir une montre. J'ai un portable. Tu as un portable. Si tu vas acheter une Breitling, on va te donner avec, donc évidemment l'objet physique, et on va te donner avec un NFT qui va représenter plein de choses. Le fait que tu possèdes la montre, la garantie de la montre, et puis toute la documentation qu'il y a autour de la montre. À partir de là, en fait, ta montre, elle va vivre dans un univers physique évidemment, mais surtout elle va vivre sur ton téléphone. Et donc tu vas avoir un NFT qui représente cet objet et qui va te donner accès à toute la palette de services qui existent autour de cet objet. Donc c'est une façon, quelque part, de connecter des objets qui ne sont pas connectables à Internet par nature, en leur donnant ce qu'on peut appeler un passeport numérique. Mais ça, on ne pouvait pas faire avec un certificat sans que ce soit un NFT? Donc on rappelle ce que c'est un NFT. C'est compliqué parce que si tu donnes à quelqu'un, alors quelle est la nature, tu vois, de ce certificat? Est-ce que c'est un PDF? Est-ce que dans un univers qui n'est pas un univers où tu peux créer de la rareté, et donc l'avant blockchain ne permet pas ça, en fait, ce que tu vas donner à ton client, il va pouvoir le dupliquer à l'infini. Et de la même façon qu'on multiplie une image, qu'on multiplie une vidéo à MP3, on va multiplier ce certificat. Là, ce qui est intéressant avec un NFT, c'est qu'un NFT, Non-Fungible Token, il existe une seule fois et il est dans un wallet et un seul wallet à la fois. Donc ta montre, à un moment donné, tu la possèdes, tu as son NFT. Si tu vas la vendre, si tu la donnes, si tu l'offres, peu importe, tu vas transférer l'objet physique, le NFT avec. Et c'est cette dualité en fait qui permet de créer du service et qui permet de créer tout ce dont on vient de se parler. Donc justement, alors pour rappeler à ceux qui ne connaissent peut-être pas forcément, j'ai précisé un NFT en fait, le fait que justement ce soit infalsifiable, c'est que c'est inscrit dans le bloc, dans un bloc d'une blockchain. Donc du coup, ça voyage, c'est inscrit et on ne peut plus y toucher. Donc forcément, le jour où on veut essayer de retrouver l'authenticité, entre guillemets, on n'a qu'à regarder dans le registre, dans le bloc, et on a effectivement ce NFT. Oui, sans rentrer vraiment dans la technicité de la chose, il faut comprendre qu'un objet digital, enfin, les NFT permettent de créer des objets numériques. Et un objet numérique qui ne se duplique pas et qui va pas être modifié dans le temps. Alors on peut rajouter de l'information autour d'un NFT, hein, ça c'est possible. On peut créer finalement tout un tas de services autour d'un NFT qui permettent d'ajouter de l'information. Évidemment, on peut se le repasser, mais encore une fois, on sait d'où il vient, on sait qui l'a émis, et on est sûr que si on a le numéro XXX, eh bien ce numéro-là, il est unique et il fait partie d'un lot. Voilà. Donc c'est vraiment les NFT, quelque part, effectivement, pour ceux qui sont un peu novices sur cette notion-là, c'est de la rareté et de l'unicité, surtout, à l'intérieur d'un monde numérique. Et c'est ça qui est nouveau, justement. C'est ça qui est nouveau. Et je vous laisse donner le deuxième exemple, parce que je vous ai coupé. Alors, 2 autres exemples. On peut représenter simplement... après la Breitling. Après la Breitling. On peut représenter simplement l'appartenance à un club ou le fait d'avoir souscrit à un service. Donc, typiquement, si, je ne sais pas, moi, j'ai une carte de membre pour accéder à un club de sport, je peux parfaitement créer un NFT qui va représenter ce membership, cette appartenance, qui peut éventuellement avoir une validité limitée dans le temps, mais qui fera surtout que, voilà, plutôt que d'avoir une carte, plutôt que d'avoir un bout de papier ou d'être dans une base de données, j'ai ce NFT qui me permet d'accéder. Et après, on peut décliner ça sur plein de choses. La conférence à laquelle on vient d'assister, c'est pareil. Plutôt que d'avoir un billet en papier, je peux parfaitement avoir un NFT. Et ce qui est intéressant quand on matérialise ou dématérialise plus exactement un accès, c'est que moi j'aurais acheté mon ticket il y a quelques semaines, on aurait pu dès le départ, dès l'achat de ce ticket, commencer à créer des expériences réservées à ceux qui ont du ticket. Et donc faire un univers de discussion, un chat qui est réservé à des gens qui possèdent le ticket, permettre d'accéder à certains services avant même la conférence ou après la conférence. Tout ça en fait c'est des choses qu'on peut faire avec un NFT très facilement. Donc une sorte de ce qu'on peut appeler comme identifier comme des réseaux sociaux, mais autour de certaines personnes qui ont participé, ce que vous avez dit, à une expérience.
Alors, le terme de réseau social, il est parfait là-dessus. C'est-à-dire que nous, on voit les NFT comme le nouveau social graph. Jusqu'à présent, quand on utilise Twitter, quand on utilise Facebook, et toutes les entreprises sont obligées d'être présentes sur ces plateformes, on vient se rendre visible en achetant quelque part des contacts ou en dépensant énormément de temps, d'énergie pour s'y rendre visible, pour créer du contenu, dans une logique qui est celle d'avoir un maximum de contacts, ou en tout cas de se rapprocher de ses clients et de pouvoir communiquer avec eux. Pour autant, une fois qu'on l'a fait sur MySpace, sur Google+, qui sont des plateformes qui n'existent quasiment plus ou plus du tout, finalement ce graphe d'intérêt ou ce graphe de connexion, il appartenait à la plateforme, il ne m'appartenait pas à moi. Aujourd'hui, mon graphe Twitter, j'ai eu un petit message, ça fait 15 ou 16 ans je crois hier que je suis sur Twitter. Je suis très content de m'en servir, mais en fait tout ce graphe que j'ai créé, il a fallu que je recrée un autre graphe sur LinkedIn, et puis un autre graphe sur Instagram et sur Facebook, etc. Donc quelque part, mon réseau ne m'appartient pas dans un univers centralisé. Une façon de voir les choses, c'est de se dire que la donnée personnelle, et en particulier ce graphe, dans un univers Web3, il appartient à l'utilisateur qui l'a créé. Troisième exemple, je ne sais pas si on l'a donné. C'était ça, en fait, c'était soit représenter finalement l'accès à un service ou représenter le fait de faire partie d'une communauté. Donc on pourrait très bien se dire qu'à la GFI, voilà, tous les gens qui tous les lecteurs qui ont lu un certain article pourraient récupérer un NFT et faire partie d'une communauté d'intérêt. C'est pas forcément quelque chose qui est payant d'ailleurs, mais c'est juste se dire à un moment donné, je récupère un NFT accès exclusif à quelque chose. Ouais. Exactement. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, vous allez passer à l'étape suivante. Vous avez récemment annoncé avoir levé 20 millions d'euros. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez vous adresser à tous les secteurs, au-delà du luxe? Ou alors est-ce que vous allez cibler des secteurs en particulier? Est-ce que vous, personnellement, il y a un secteur qui vous intéresse en particulier? Et quelle forme, au-delà du luxe, ces stratégies Web3, quelle forme ça va prendre? Okay. Alors moi personnellement, et je parle pas, je pense que mes collaborateurs et mes associés ont la même vision. Mais moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est de participer à régler ce problème autour des données personnelles. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à déployer des systèmes, à distribuer de la technologie pour faire en sorte qu'on sorte de cette problématique qui est l'hypercentralisation des données. Donc quelque part, ce qui m'intéresse, c'est la volumétrie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver la meilleure façon de déployer de la tech dans les mains d'un maximum d'utilisateurs. Maintenant, pour ça, il faut un go-to-market, il faut trouver comment est-ce qu'on rentre sur un marché, et puis petit à petit, comment est-ce qu'on s'étend. On a choisi de commencer par le luxe parce que dans le luxe, il y a plein de paramètres. D'abord, ce sont des marques qui sont toutes mondiales, quasiment toutes mondiales, ce qui est extrêmement rare. C'est rare d'être capable de vendre en Chine, en Nord-Amérique, en Europe, partout. Même type de produit, oui. Le même produit, voilà, et d'avoir un réseau de distribution qui soit déjà établi. Donc ça, c'était une des premières conditions qui nous a fait partir vers ce marché. La deuxième chose, c'est que Cocorico, en étant français ou francophone, si on cumule, et je vais quand même étendre avec l'Italie, mais si on cumule les entreprises qui sont nées en France, en Suisse, en Italie, on a une très large partie du marché du luxe. Et c'est assez rare. Moi, je suis assez convaincu que les écosystèmes se développent s'ils sont capables de s'adosser à des entreprises, à des industries qui ont besoin d'une technologie nouvelle. Donc, quand on fait de la tech pour de la tech, il vaut mieux être dans la Silicon Valley, c'est vrai. Pour notre sujet, et qui est un sujet vraiment qui est porté vers l'adoption, pour le coup, c'est mieux d'être en France. Très très bien, voilà. D'être en France, en tout cas, d'avoir accès à ces sociétés, c'est un vrai avantage concurrentiel. Et c'est pas tous les jours en fait que ça arrive, que des ruptures technologiques s'appliquent bien à des industries, des entreprises qui sont leaders mondiales et qui sont de notre côté. Donc moi, mon intérêt et mon envie, c'est d'arriver à trouver la voie qui permette de distribuer cette technologie, de la faire adopter par un maximum d'utilisateurs. On a commencé par le luxe parce que c'est des gens qui réfléchissent très en avance de phase sur la confiance qui existe entre le client et la marque. Et sur un produit plus ou moins rare et recherché aussi. Exactement, mais il y a vraiment, quand on parle d'image de marque, c'est ça, la valeur d'une marque, c'est vraiment comment j'ai confiance, combien j'ai confiance dans une marque, au point de considérer qu'effectivement c'est une marque de luxe ou pas. Donc c'est une problématique qui est vraiment au cœur de la réflexion de marque dans l'univers du luxe. On a aussi des objets qui sont assez coûteux, ce qui veut dire que si on me dit pour accéder à la garantie de cet objet,
il faut que je récupère un NFT, a priori je vais le faire. Ce sera peut-être moins le cas sur un yaourt ou une bouteille de lait. Ouais. Donc on a commencé par là. C'est plus fongible pour le coup. Oui, puis surtout, je veux dire, on peut créer des raisons, enfin on peut créer un intérêt de la part du client final beaucoup plus fort pour aller récupérer un NFT. Et comme on a commencé il y a maintenant presque 5 ans, autant dire que le terme NFT, on ne l'utilisait même pas. Non. Ouais. Donc il fallait trouver des bonnes raisons pour que, quand on a commencé à déployer ça à l'échelle, il y a à peu près 2 ans maintenant, faire en sorte que les marques aient envie de communiquer auprès de leurs clients un bénéfice qui soit tel que, ok, je m'intéresse à cette technologie, je m'intéresse à la manière dont ça fonctionne. Donc on a commencé même avec les marques horlogères, parce que c'est un domaine dans lequel il y a toujours un certificat d'authenticité, il y a toujours une garantie, donc c'était des bons cas d'usage. Mais aujourd'hui, on travaille avec des marques dans la mode, on travaille avec des gens qui font de l'électronique grand public, donc c'est beaucoup plus large et il n'y a pas vraiment de limite. Je dirais qu'il y a, nous, ce qui nous intéresse le plus, et là où on va trouver le plus de valeur, c'est quand on a des marques qui construisent, enfin qui fabriquent des objets, des expériences et qui vont les distribuer sur plein de canaux différents. Là, elles ont du mal finalement à avoir un lien direct avec leurs clients parce que souvent elles n'ont pas le réseau de distribution qui va avec. Ce n'est pas la solution technologique. Vous, c'est ce que vous voulez. C'est exactement ça. D'accord. C'est-à-dire que un four micro-ondes que tu vas acheter, je ne vais pas citer de marque aujourd'hui, finalement, déjà le distributeur n'est pas forcément quelque chose d'important pour le consommateur. Il va probablement aller là où il y a du service ou du prix. Et puis pour la marque, alors là, pour le coup, il n'y a aucune existence dans la relation entre la marque qui fabrique le micro-ondes et le client final. Alors justement, j'en viens à une de mes dernières questions, qui va être plutôt une question de définition. Pour vous, qu'est-ce que c'est le Web 3? Parce que c'est quand même un mot qu'on entend de plus en plus souvent, qui est un peu aussi fourre-tout, il faut le dire, on met un petit peu plein de choses derrière. Vous, c'est quoi votre définition du Web 3? Pour moi, c'est un mouvement. Ce que vous prétendez, enfin ce que vous voulez proposer en tout cas. Moi, j'aime bien dire, je définis ça comme un mouvement. Pour moi, ce n'est pas une technologie, c'est vraiment un mouvement qui consiste à vouloir mettre dans les mains des utilisateurs un peu de contrôle, un peu de propriété de tous les rails numériques qu'on utilise. Et donc, ça consiste finalement à transformer une partie de l'Internet qui aujourd'hui est une partie propriétaire, privée, en un bien commun, quelque part. Et donc, ça consiste à dire, plutôt que de créer des systèmes d'information à l'intérieur d'une entreprise dont la gouvernance est ultra centralisée, généralement une start-up, c'est un board avec quelques investisseurs, quelques fondateurs, mais parfois même ce sont des gens qui n'utilisent pas leurs propres produits, qui vont pour autant créer les règles, le modèle économique pour servir un marché. De manière centralisée. De manière hyper centralisée. Le Web 3, ça consiste à dire, ok, ça on ne le fait pas, on va faire un système dans lequel on va créer finalement une incentive qui sera dans les mains de l'utilisateur final et c'est lui qui va décider comment son système doit évoluer dans le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut forcément le mettre dans les mains des utilisateurs finaux. Il y a une gradation là-dedans. Mais en tout cas, leur donner une place plus importante, leur donner l'occasion de participer. Exactement. Donc là, dans le cas d'Ariani par exemple, c'est très simple en fait, les utilisateurs sont les marques. Et donc Ariani, c'est d'abord un protocole open source à l'intérieur d'une association loi 1901, donc il n'y a pas de capital, il n'y a pas de... Et c'est à l'intérieur de cette association qu'on définit comment le protocole doit fonctionner. D'ailleurs, on fait des choses, mais le cœur de la technologie, c'est vraiment quelque chose qui est co-créé avec les marques en fonction de leurs besoins. La roadmap elle est établie de cette manière-là. Et donc, il ne peut pas y avoir de dérive, finalement. Il ne peut pas y avoir de dépendance, finalement, de ces marques au système, puisque c'est elles qui le créent. On ne va pas se retrouver dans une situation où, tout à coup, le modèle économique va complètement diverger et prendre toute la valeur sur le marché en laissant tout le monde à sec. Et puis, il n'y aura pas non plus un jour où quelqu'un va venir faire l'acquisition de cette technologie, puisque par définition, on ne peut pas l'acheter, elle est open source, elle est libre, et finalement complètement modifier la manière dont elle fonctionne. Donc moi j'aime bien, je trouve ça assez élégant finalement comme solution, de se dire on va transformer en un bien commun qu'on partage entre utilisateurs, une technologie pour faire en sorte qu'elle ne soit pas propriétaire. Alors ce sera ma dernière question, c'est quand même très ambitieux. Aussi très philanthrope aussi, parce qu'il faut trouver un modèle économique. Il y a un modèle économique, hein. C'est pas parce que c'est de l'open source. D'ailleurs, le modèle de l'open source qui est assez mal compris en général en Europe, c'est un modèle qui existe déjà,
il y a plein de sociétés, je sais pas, je pense à vous prenez Elasticsearch, Linux par exemple. exactement, qui d'un côté ont un cœur qui est un cœur open source complètement libre, et à côté on voit tout un écosystème construire des produits, et c'est notre cas, nous on construit des briques logicielles qui s'utilisent dans un mode SaaS pour venir interagir avec le protocole. Les clients, les marques ne sont pas du tout forcés de passer par ces technologies-là, mais bon, c'est prêt, c'est simple, ça fonctionne, mais ce qui est important, c'est que le cœur de la technologie, lui, il crée les conditions de l'indépendance. Donc il n'y aura pas de dépendance finalement de ces marques-là au cœur de la technologie. Mais donc ce modèle, il existe et ça n'empêche pas de faire de l'argent pour le coup, et ça n'empêche pas les gens de pouvoir investir dans le projet. Alors nous, il y a deux modes dans notre projet, c'est un peu plus sophistiqué qu'un modèle open source classique. On a une société qui crée des outils pour pouvoir interagir avec le protocole, et le protocole lui-même, il possède un token. Donc, il est construit autour d'un token qui s'appelle l'ARIA20, et toute l'économie de ce protocole, elle est enfermée, elle fait fonctionner ce token. Donc quelqu'un qui veut construire sur ce protocole et qui veut pouvoir profiter du développement de l'écosystème de ce protocole peut parfaitement venir acheter du token.